Bonjour à tous. Alors, un exercice d'un livre de Hachette, le 21 page 107, qui parle du procédé Frash, qui est un exercice un peu complexe. Alors, justement, c'est un problème très ouvert où on a un document et des données, et on nous demande tout simplement de déterminer la masse de vapeur d'eau dont le procédé nécessite pour extraire une tonne de soufre. Alors, on va rentrer dans le détail pour savoir comment ça marche. On nous dit dans le texte que de la vapeur d'eau surchauffée est envoyée dans un tube externe pour faire fondre le soufre. Donc voilà, hein, on voit d'après le document que la vapeur d'eau est envoyée dans ce tube. Elle arrive à ce niveau-là, où ici on trouve du soufre à l'état solide à 40 degrés. Et ce soufre va fondre et ensuite il va remonter dans le tube ici et ressortir ici grâce tout simplement à un procédé qui est j'injecte de l'air comprimé et l'air comprimé va pousser le soufre en liquide pour le faire ressortir. Bien sûr, il y aura de l'air aussi et de l'eau, mais on aura récupéré le soufre. Donc le principe, c'est bien d'envoyer de la vapeur d'eau à 160 degrés dans un puits qui contient du soufre solide à 40 degrés, de faire fondre ce soufre et de l'extraire à l'état liquide. On a donc bien un transfert thermique puisque la vapeur d'eau va donner de son énergie thermique, hein, c'est-à-dire de la chaleur, au soufre solide qui est en bas à 40 degrés pour le faire fondre. Alors, la question c'est calculer sa masse. Donc, on va détailler en fonction de tout ce qu'on nous donne dans l'énoncé. Alors, tout d'abord, il nous faut savoir qui cède de la chaleur. Alors, qui cède de la chaleur, dans tous les cas, c'est le corps chaud. Le corps chaud ici, c'est la vapeur d'eau. On nous dit que cette vapeur d'eau, au départ, elle est à 160 degrés. 160 degrés sous forme de vapeur. Et ce qui nous est dit, c'est qu'arrivée en bas du puits, elle se trouve sous forme liquide à 115 degrés. Donc elle était au départ à l'état de vapeur et elle se retrouve à l'état liquide. Ça veut donc dire que quelque part, il y a eu un changement d'état. Cette eau a changé d'état. Oui, mais à quel moment? À quelle température? Eh bien, on nous dit dans le texte plus bas que la température d'ébullition de l'eau sera à 115 degrés. On peut se poser la question, mais 115 degrés, mais en fait moi j'avais appris que c'était à 100 degrés que l'eau se transformait en vapeur et inversement. Oui, mais ici, c'est bien de préciser à pression considérée, c'est-à-dire qu'évidemment, au fond du puits, la pression n'est pas la même qu'à la surface. La pression est sans doute beaucoup plus élevée. C'est pour ça que la température de changement d'état de l'eau se trouve plus élevée que 100 degrés, puisque la pression y est plus élevée. Voilà. Alors, je vais détailler en fait. Il y a d'abord un passage de vapeur de 160 degrés à 115 degrés. Je vais appeler Q1 l'énergie libérée par cette vapeur pour passer de 160 degrés à 115 degrés. Et je vais appeler Q2 l'énergie libérée pour passer de l'état de vapeur à 115 degrés à l'état liquide à 115 degrés. Pourquoi je sépare en deux morceaux? Eh bien parce qu'en fait, les énergies libérées ou absorbées ne sont pas les mêmes quand il y a un changement d'état ou quand tout simplement il y a une élévation de température ou une diminution de température. En effet, quand il y a juste un changement de température, on augmente la température mais on garde le même état, c'est le cas ici, la vapeur passe de 160 degrés à 115 degrés, eh bien l'énergie libérée ou absorbée, ça marche dans un sens comme dans l'autre, dépend de la masse mais aussi de la température, de la variation de température. Quand il y a un changement d'état, comme c'est le cas pour Q2, eh bien ça ne dépend plus de la température puisque la température au cours d'un changement d'état ne varie pas. Ça ne dépend que de la masse, uniquement de la masse et bien sûr d'un paramètre qui est lié à la matière elle-même. Donc voilà, l'énergie totale libérée pour cette vapeur passée de 160 degrés à l'état liquide à 115 degrés, eh bien, est égale à la somme des énergies Q1 et Q2. Voilà ce que l'on peut dire pour ce qui est cédé. Quand est-ce qui est absorbé? Ce qui est absorbé, c'est le soufre qui est solide, qui est à
40 degrés en bas du puits. Eh bien, ce soufre à l'état solide, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, il ressort du puits sous une forme liquide à 115 degrés. Donc on voit bien là encore qu'on est passé de l'état solide à 40 degrés à l'état liquide à 115 degrés. Donc quelque part entre les deux, il y a forcément eu un changement d'état. Donc ce changement d'état, si je regarde l'énoncé en bas, il nous est dit qu'il est à 115 degrés, que le soufre fond à 115 degrés. Donc entre les deux, j'ai le soufre solide à 115 degrés qui va changer d'état pour se transformer en liquide. Voilà, j'ai finalement ma chaîne qui est totale, hein. Je vais passer du soufre solide 40 degrés vers soufre solide à 115 degrés, puis il fond à 115 degrés, je le récupère à 115 degrés liquide. Donc pour passer de l'état solide à 40 degrés à l'état solide à 115 degrés, eh bien ce soufre a absorbé une énergie Q3. Que j'appelle Q3, et pour passer de l'état solide à 115 degrés à l'état liquide à 115 degrés, mon soufre a absorbé une énergie que j'appelle Q4, pour les mêmes raisons que tout à l'heure j'ai dit pour la vapeur d'eau. On va différencier le fait qu'il y a un changement d'état du fait qu'il y a une variation de température, puisque la formule ne sera pas la même, ça ne dépend pas des mêmes paramètres. Voilà. Comme tout à l'heure, la somme des énergies Q3 et Q4 va me donner l'énergie totale absorbée par le soufre. Voilà. Une chose essentielle en physique, c'est lors d'un transfert thermique, l'énergie cédée par un corps chaud est absorbée par le corps froid. Et on va supposer qu'il n'y a aucune perte lors du transfert. C'est un peu faux, on est d'accord, mais pour simplifier le problème, on va accepter que l'énergie cédée par le corps chaud sera obligatoirement absorbée par le corps froid. Et du coup, ça me donne une équation. La chaleur absorbée plus la chaleur cédée est égale à 0. Et ce 0, en fait, il veut dire quoi? Il veut dire qu'il n'y a pas de perte. On a 0 perte. Tout ce qui est absorbé plus ce qui est cédé égale 0. Pas d'énergie perdue. Or, ce qui est absorbé, c'est Q3 plus Q4, et ce qui est cédé, c'est Q1 plus Q2. De ça, ça me donne donc une équation. Alors, ce qui m'est dit quand même dans l'énoncé, c'est que finalement, si j'ai quand même des pertes, 40% de l'énergie est perdue, en fait, lors du transfert thermique. 40% de l'énergie cédée va être perdue, donc elle va se disperser dans la nature, cédée bien sûr par la vapeur d'eau. Donc finalement, ça veut dire que seulement 60% de cette énergie cédée par la vapeur d'eau va réellement servir à faire fondre le soufre. Du coup, je me retrouve avec un petit changement dans mon équation de tout à l'heure, c'est Q absorbé par le soufre plus 60% de l'énergie cédée va vraiment être égal à 0. 60% de cette énergie cédée va servir à transformer le soufre à l'état liquide. Voilà, ça me donne donc Q absorbé plus 60% de Q cédé égale 0. Alors, si je rentre dans le détail du calcul, je vais calculer Q1, Q2, Q3 et Q4. Donc, Q1, passage de la vapeur de 160 degrés à 115 degrés, l'énoncé me dit qu'il faut utiliser la formule M fois C fois la variation de température de l'état final vers l'état initial. Alors c'est ce que j'ai fait. La masse de la vapeur, c'est ce que je cherche, c'est mon inconnu, ici. Multiplié par 1,9 10 puissance 3, c'est la capacité thermique massique de la vapeur d'eau, elle m'est donnée dans l'énoncé. La température finale, c'est 115 degrés, ici. Et la température initiale, c'est 160 degrés. D'accord? Et ça me donne donc une valeur négative, moins 8,6 10 puissance 4 fois la masse de la vapeur. Et effectivement, la chaleur Q1, l'énergie thermique Q1, elle est libérée. Et par définition en chimie, comme en physique d'ailleurs, l'énergie libérée sera toujours comptée comme négative. Donc on se retrouve avec quelque chose de négatif. Q2, Q2, c'est un changement d'état, donc ça c'est la formule du cours, c'est la masse de l'élément, c'est la masse de vapeur qui va changer d'état, donc multiplié par la chaleur latente de liquéfaction, passage de l'état de vapeur vers l'état liquide,
c'est la liquéfaction, d'accord, alors que le passage de l'état liquide vers l'état de vapeur, ce sera la vaporisation. Eh bien, il se trouve que ce qui m'est donné dans l'énoncé, c'est justement la chaleur latente de vaporisation, ici. Et moi, je veux celle de liquéfaction. C'est un L, effacer, voilà. Eh bien, entre les deux, il y a justement une relation, c'est que la quantité de chaleur de liquéfaction, hein, c'est-à-dire la quantité de chaleur qu'il faut pour faire transformer 1 kg de vapeur en 1 kg d'eau, c'est rigoureusement l'opposé de celle qu'il faudrait pour faire le phénomène inverse, 1 kg d'eau pour la transformer en vapeur. D'où c'est ce que l'on a ici comme relation. La chaleur latente de liquéfaction égale moins la chaleur latente de vaporisation de la vapeur d'eau. Et donc, moi, il m'est donné la chaleur latente de vaporisation, ce qui était ce nombre-là. Je vais lui affecter le signe moins. Et du coup, j'obtiens encore quelque chose de négatif, et c'est normal, puisque la vapeur va libérer de l'énergie pour se transformer en l'état liquide, et comme tout à l'heure, on a dit que l'énergie libérée est négative. Et du coup, eh bien, j'en fais la somme, hein, puisque l'énergie cédée, c'est la somme de Q1 plus Q2, eh bien, je vais obtenir moins 2,3 10 puissance 6 fois la masse que je cherche. On va faire pareil maintenant pour ce qui est absorbé, hein, le soufre va absorber, on va avoir les mêmes relations, le soufre absorbe une énergie Q3 pour changer de température, donc la formule c'est M fois C fois la variation de température, on obtient 5,6 10 puissance 7 joules, et ensuite le soufre va changer d'état, passer de l'état solide vers l'état liquide, et là, eh bien, la formule c'est la masse fois la chaleur latente de fusion, hein, passer solide vers liquide, c'est de la fusion, d'accord. Et donc, on va obtenir en fait une valeur de 4,2 10 puissance 7 joules. J'en fais la somme, hein, puisque l'énergie absorbée, c'est la somme de Q3 plus Q4. J'obtiens 9,6 10 puissance 7 joules. Voilà. Or, la relation qui nous a été donnée tout à l'heure, c'est Q absorbé plus 60% de QCD égale à 0, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de perte. Ça me donne une équation, hein, Q absorbé, on a obtenu 9,8 10 puissance 7, moins 0,6, c'est les 60%, de 2,3 10 puissance 6 fois la masse de vapeur que je cherche, est égal à 0, puisqu'il n'y a pas de perte. L'échange se fait entre les deux corps, vapeur et soufre. Je résous ça, et j'obtiens en fait la valeur de 71 kg. Il y a donc 71 kg de vapeur d'eau pour extraire 1 tonne de soufre. Voilà. Cet exercice était un peu compliqué, hein, puisque c'est du transfert thermique. J'espère que maintenant c'est plus clair. Dans tous les cas, quand vous faites un transfert thermique, détaillez bien l'espèce qui cède, l'espèce qui absorbe. Regardez s'il y a des changements d'état ou si c'est simplement une variation de température ou les deux, comme c'était le cas dans cet exercice. Et ensuite, trouver les relations qui se réfèrent au changement d'état ou aux variations de température, et vous allez arriver au bout. Voilà. J'espère que cet exercice est maintenant un peu plus clair pour vous, et moi je vous dis au revoir et à bientôt.